Je comprends absolument pas le lien que tu fais entre les violences sexuelles et le recours à l'avortement. En fait, Oui, c'est donc pas une tu solution. es contre Oui, ça je l'avortement je suis des complètement femmes contre. qui tombent enceintes alors qu'elles ont été violées. Ouais. L'enfant n'est pas coupable et donc pour moi, ce n'est pas lui et pour l'ensemble de la marche pour la vie, ce n'est pas l'enfant qui doit subir cela. Les femmes ont tout simplement un droit à disposer de leur corps, un droit de choisir pour leur maternité, un droit de choisir pour leur avenir, un droit de choisir pour leur enfant. Quand un médecin vous sort au téléphone « j'aime aspirer des embryons », ça vous met quand même un sacré froid dans le dos. L'avortement est égoïste. Faux. Faux. L'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, est un droit fondamental. Faux. Vrai. Et bonjour, je suis Aliette Espieux, donc je suis la porte-parole de la Marche pour la vie. En parallèle de cela, je suis étudiante en double master philosophie management en alternance. Et je n'ai rien écrit, mais je suis une militante. Et c'est vrai que le sujet de l'année, c'était donc la constitutionnalisation de l'avortement. L'IVG est déjà protégée par la loi. Vrai. Vrai. Je connais une femme qui a déjà vécu un avortement. Vrai. Vrai. Une femme sera toujours marquée psychologiquement à vie par son avortement. Vrai. Vrai. Bonjour, je m'appelle Karen Noblinski, je suis avocate pénaliste. J'ai écrit au cours de l'année 2022 avec 3 confrères et soutenu par 400 avocats une tribune pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et je suis aussi ici aujourd'hui pour échanger sur cette question. Ça devrait seulement être aux femmes de décider sur les questions d'avortement. Faux. Vrai. La France doit être un modèle progressiste sur les questions d'avortement. Faux. Vrai. Constitutionnaliser l'IVG, c'est donner aux femmes un droit absolu sur la vie. Vrai. Vrai. Certains utilisent l'avortement à la place d'une contraception. Faux. Faux. Constitutionnaliser le droit à l'IVG est un phénomène de mode. Vrai. Faux. Donc la première question que je vais vous poser, c'est donc le Sénat a voté l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'avortement. L'Assemblée nationale entendait, elle, en garantir le droit à l'avortement. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le concept de liberté et de droit par rapport à ce sujet ? Alors, tout simplement, ici, il y a cette grande question qui revient depuis quelques semaines, et c'est bien normal, dans les médias ou dans tout débat autour des personnes qui s'intéressent à la question de la constitutionnalisation de l'avortement. C'est qu'effectivement, on avait une première proposition de loi qui a donné lieu à une proposition transpartisane en novembre 2022 qui prévoyait bien, et je cite, que la loi garantit l'accès et l'effectivité du droit à l'avortement. Donc le mot-clé dans cette proposition de loi, c'est bien évidemment le mot « droit ». Le mot « droit », c'est quoi ? C'est une obligation qui incombe à l'État. Donc c'est une forme de créance et l'État doit bien évidemment tout mettre en œuvre pour honorer ce droit auquel il fait référence. Et là, c'est le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Quelques mois plus tard, ce texte il est revenu, comme vous le savez tous, au Sénat en février 2023. Et là, c'est Philippe Bas qui a fait une contre-proposition. Philippe Bas, qui était un collaborateur d'ailleurs de Simone Veil, c'est important toujours de le rappeler, qui a fait une contre-proposition. Et là, le mot « droit » est absent, n'y est plus. Et exactement, les termes, c'est que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté. On ne cite plus du tout le terme de droit dans cette contre-proposition, ce qui pourrait appeler à quelques interrogations sur lesquelles on reviendra sûrement, parce qu'aujourd'hui, maintenant, la définition de la liberté est très éloignée de celle de droit. La liberté, c'est une capacité de faire. On est tous d'accord, c'est une capacité de faire. Donc la femme peut avorter si elle en a envie. Et aujourd'hui, dans cette contre-proposition de M. Bas qui a été adoptée au Sénat à 166 voix contre 152, on en est à donner une compétence au législateur, une compétence pour déterminer dans quel cadre la femme peut-elle recourir à l'avortement. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne peut que saluer finalement qu'il y ait eu une adhésion de la part des 2 chambres pour les personnes qui sont favorables à l'inscription du droit à l'avortement, mais on n'est plus dans le même résultat. Bien évidemment, c'est une première étape, c'est un signal fort sur lequel je pense que je reviendrai.
mais cette question de droit n'apparaît plus. Et ça crée bien sûr une vraie différence entre ces deux propositions qui amèneront, à mon avis, à d'autres débats. Pour rebondir sur tes propos, du coup, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est que la proposition, enfin, le changement de M. Bas ne sert absolument à rien. Enfin, pour moi, ne sert absolument à rien dans le sens où, effectivement, on va quand même vers une constitutionnalisation de l'avortement. Là où il y a un véritable problème, c'est que pour moi, la liberté, ça incombe l'autonomie de la personne. La liberté, c'est personnel, c'est individuel. Là où la notion de droit, c'est ce que tu as dit très justement, c'est ton métier, mais la notion de droit, c'est justement quelque chose qui est dans l'État, enfin, il y a une créance de l'État vis-à-vis de la population, de l'ensemble de la population. Après, justement, le problème pour moi de cette constitutionnalisation vue comme un droit ou comme une liberté, c'est justement que cette proposition de loi ne prend absolument pas la notion de l'enfant. Et ça, c'est un gros changement. Un gros changement qu'on voit qui, par rapport à toutes les autres propositions qui avaient été faites dans les années précédentes pour constitutionnaliser l'avortement, c'est qu'on prenait toujours en considération quand même l'enfant. Quand l'avortement est devenu une valeur constitutionnelle, donc c'était aux alentours, dans les années 2000, quand l'avortement est devenu une valeur constitutionnelle, on gardait quand même une espèce d'opposition, enfin pas d'opposition, mais on prenait quand même en compte le droit constitutionnel qui est le droit à la vie. Et aujourd'hui, on ne prend plus du tout en compte, il n'y a plus du tout la prise en compte de l'enfant, de la dignité de la vie à naître, du droit à la vie de cet enfant. Et c'est d'ailleurs tout le problème pour moi aussi que pose cette proposition de Philippe Bas, mais qu'on ne retrouvait pas forcément dans les textes de l'Assemblée nationale du 24 novembre, c'est que l'enfant est complètement évacué. Là où ce que je trouve un peu étonnant, c'est que pour quelqu'un qui dit avoir collaboré avec Simone Veil, alors collaborer c'est un terme un peu qui est mal utilisé, enfin qui est peu compris aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui soutenait Simone Veil, qui a été avec lui, et Simone Veil, elle, prenait pourtant en considération le fait qu'il y avait un enfant. Et elle en a quand même parlé dans sa loi en 1975. Aujourd'hui, Philippe Bas, mais comme l'Assemblée nationale, a complètement évacué la notion de l'embryon, la notion de la question de l'enfant. Donc pour moi, ce débat entre la question de la liberté et du droit, c'est effectivement, il y a effectivement un changement de terme, un changement de notion, on ne parle plus de la même chose. Pour moi, ce débat n'est pas prioritaire, c'est pas le plus important. Philippe Bas, dans tous les cas, sa proposition pour moi, son changement pour moi était inutile, dans le sens où on arrive toujours vers le même objectif que ce que voulaient Mathilde Panot, Mélanie Vogel et toutes les personnes qui ont déposer des propositions pour constitutionnaliser l'avortement. Pour moi, c'était complètement inutile de le faire. C'est une prise de parole qui ne change pas grand-chose finalement, mis à part le fait effectivement de ne pas parler de droit à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que pour toi, ça empêcherait d'encadrer justement l'IVG ? Le fait que ce soit complètement constitutionnalisé ? En fait, le problème de la constitutionnalisation de l'avortement, alors il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est parce que je considère qu'il s'agit d'un enfant et que donc toute personne a le droit à la vie et que nul ne peut s'opposer à ce droit puisque voilà, nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature et des individus qui nous entourent. Et de la même manière qu'il y a l'abolition de la peine de mort dans la Constitution, on ne devrait pas pouvoir autoriser la possibilité d'arrêter, d'éliminer une vie humaine. Cette constitutionnalisation, elle pose plusieurs autres problèmes, qui est celui de la liberté des médecins. Aujourd'hui, les médecins sont protégés par une clause de conscience spécifique à l'avortement, et si l'avortement devient un droit constitutionnel, c'est vrai qu'on ne peut qu'envisager la suppression de cette clause spécifique pour les médecins. Aujourd'hui, on sait qu'un établissement est obligé ne peut pas refuser qu'il y ait des centres d'avortement dans son établissement. En revanche, les médecins ont cette liberté. Un médecin, à ce moment-là, le médecin doit diriger la patiente vers un autre de ses collègues qui, lui, pratique des avortements. Mais ce médecin a quand même ce droit. Donc ça permet et ça garantit la liberté d'expression, mais également cette liberté qui est fondamentale de pouvoir agir en corrélation avec ce qu'on pense, avec ce qu'on croit, avec
pour certains en relation avec nos religions, puisqu'on sait que dans certaines religions, comme l'islam ou la religion catholique, l'avortement est quelque chose d'interdit. Donc voilà, donc ça fragilise ce droit des médecins. Et encore une fois, ça met complètement de côté la question du droit. Je m'autorise juste à faire quelques remarques. Bien sûr. Que moi, je trouve, en tant qu'avocate, ce qui est normal, et avocate spécialisée en droit pénal, particulièrement choquante. Oui. C'est quand on parle, en fait, de mettre fin à une vie humaine, quand on parle même, parfois, dans certains discours, de personnes qui seraient contre l'IVG, qu'on appellerait anti-IVG, anti-choix, la manifestation pour la vie, etc. C'est-à-dire que je pars du point de départ qu'il faut respecter le positionnement de chacun, mais que, bien évidemment, on a de gros désaccords et de grandes discordances. Je pense que rappeler comme ça que les femmes qui ont recours à l'avortement sont coupables d'infanticide, chose que j'ai déjà lue plusieurs fois, ou en tout cas prennent une vie humaine. Prendre une vie, c'est une forme d'homicide, qu'il soit volontaire ou involontaire, mais en tout cas, prendre une vie humaine, c'est donc enlever la vie de quelqu'un. Et j'entends souvent, c'est important de le dire, j'entends souvent, c'est des termes que vous n'avez pas tu n'as pas prononcés aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas prononcé. Si ça a son importance de le dire, je le dis, ça n'a pas été prononcé ici, mais c'est prononcé dans les manifestations, c'est prononcé dans des débats, c'est prononcé sur les réseaux sociaux, c'est prononcé sur des larges sphères de communication qui, aujourd'hui, viennent culpabiliser les femmes, qui, aujourd'hui, viennent réécrire le droit pénal. Et aujourd'hui, on est dans une république française, dans une démocratie, dans un état de droit, et la loi prévoit quand même que la garantie, bien évidemment, de la vie de l'être humain, le fait d'acquérir, la personnalité juridique, ça commence dès le commencement de la vie. Donc mettons les choses déjà très au clair, il ne peut pas y avoir d'homicide, qu'il soit volontaire, involontaire, infanticide, à l'encontre d'un enfant à naître. Cela ne vient pas du tout remettre en question le fait de protéger bien évidemment la question de l'embryon et du fœtus. Et d'ailleurs même, la loi Veil, elle prévoit la liberté de la mère qui prime au cours des 12 premières semaines, et ensuite ce délai a pu varier. Et ensuite, elle fait primer celle de l'embryon puis du fœtus au cours de la gestation. Mais je tiens à rappeler qu'il faut utiliser les bons termes aujourd'hui pour arrêter de culpabiliser les femmes, pour arrêter de travestir le droit français et pour finalement les amener vers des terrains qui ne sont pas forcément les leurs. Mais il me semble vraiment important là d'utiliser une sémantique qui soit appropriée. L'avortement ne constitue pas le fait d'enlever une vie au sens juridique et médical et scientifique. Et ce que je dis est corroboré par le comité consultatif d'éthique. Bien évidemment, je ne l'invente pas. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui utiliser les bons termes pour que les femmes puissent avoir le droit de disposer de leur corps. Je tiens juste à rappeler un point sur la question de la clause de conscience. C'est que, sous votre contrôle aussi, je n'ai pas la sensation que la constitutionnalisation du droit à l'avortement empêcherait de façon stricte et déterminée l'exercice d'une quelconque clause de conscience par les médecins. Alors c'est particulier pour l'IVG parce qu'on le sait, la clause de conscience, elle est double. Il y a celle qui est issue du Code de la santé publique et celle qui est issue du Code de déontologie et qui appartient à tout médecin. Mais dans les débats qui ont été tenus à l'Assemblée nationale et dans la préparation de ces propositions de loi, il n'a jamais été absolument exclu que les médecins, à mon sens, et vraiment encore une fois, je reste sur une réserve de contradictoire, mais à mon sens, il n'a jamais été strictement exclu que des médecins puissent encore exercer une clause de conscience aujourd'hui en France. Alors, du coup, je vais rebondir sur vos premiers et ensuite sur la clause de conscience. Alors, sur le premier point que tu as levé, donc, concernant la notion de vie humaine, nous, on base nos propos, la Marche pour la vie se base sur la définition scientifique de l'embryon et du fœtus, justement, puisque la définition du fœtus, c'est donc un être humain qui se développe entre la fécondation et la 8e semaine de grossesse, et ensuite la définition de l'embryon, c'est entre la 8e et l'accouchement. Donc justement, il y a la notion de vie humaine, il y a la notion d'un être humain.
Et on parle bien, et la science parle bien d'être humain. C'est des définitions que l'on retrouve à partir sur de des sites combien scientifiques. de semaines la France parle À partir bien en fait, à partir de la fécondation, jusqu'à la 8e semaine, quand on regarde la définition scientifique d'un fœtus, on parle bien d'un être humain qui se développe entre la fécondation et la 8e semaine de grossesse. Donc ce sont des termes qui sont déjà posés, ce sont des termes sur lesquels la science ne revient pas forcément. Et ensuite, alors après ça dépend, il y a les discours qui peuvent être faits. Totalement d'accord, mais j'entends. En tout cas, c'est des définitions qu'on retrouve encore sur des sites scientifiques. Donc bon, c'est vrai que... il y a tant de sites scientifiques. Ouais, après il y a tant de sites scientifiques, mais c'est vrai que bon, ça vient de la pluralité, de la source des sources d'information, etc. Concernant le discours, alors moi je suis d'accord sur une chose, c'est personne ne doit juger les femmes qui avortent. Effectivement, on n'avorte pas comme on va au supermarché. Une femme n'avorte pas de gaieté de cœur, pour reprendre Simone Veil. Ça, c'est quelque chose que je soutiens évidemment. En revanche, nous faisons quand même la distinction entre l'acte et la personne. C'est-à-dire que si la femme qui avorte ne peut pas être jugée ou critiquée comme étant une meurtrière, quelqu'un qui a l'origine coupable, etc., on ne peut pas culpabiliser cette femme. En revanche, l'acte est mauvais parce que justement, on considère, de notre point de vue, qu'il s'agit d'un être humain et donc, à partir de ce moment-là, personne ne peut éliminer cette petite vie. Attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on culpabilise les femmes. Et je ne pense pas vraiment, en tout cas dans le discours de la Marche pour la vie, en tout cas moi je n'ai jamais entendu un discours qui justement cherchait à culpabiliser les femmes. Au contraire, parce qu'on a aussi pleinement conscience du fait que les femmes aujourd'hui ont du mal à poursuivre leur grossesse jusqu'au bout. Là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est que aujourd'hui on a ce qu'on appelle, on en parlait tout à l'heure, l'interruption médicale de grossesse, donc pour détresse psychosociale et également en cas de handicap ou de maladie pour la mère. Handicap pour l'enfant. À ce moment-là, ça signifie que si typiquement un enfant est porteur de trisomie 21, puisque aujourd'hui on sait que plus de 96% des enfants porteurs de trisomie 21 sont avortés, à partir de ce moment-là, ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'un enfant avec un handicap et finalement redevient inférieur parce que justement il porte un handicap. En fait, ça donne une image quand même un peu violente de la manière avec laquelle on considère le handicap dans notre pays. Après, il y a évidemment la question de si la mère... Il n'y a pas que la trisomie 21, il y a tous les autres handicaps, évidemment, bien évidemment. Mais après, quand la mère a un cancer, c'est vrai que ce sont des questions qui sont différentes, puisqu'on sait que si on soigne la mère, là, on a vraiment une opposition entre deux vies, puisque c'est soit l'un, soit l'autre meurt. Et donc, d'ailleurs, à ce moment-là, on laisse les personnes réfléchir et il est possible aussi bien de prendre la solution de sauver la mère ou l'enfant. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de problème moral. En revanche, il y a un véritable problème quand l'enfant est porteur d'un handicap et qu'on nous explique que à ce moment-là, on peut avorter jusqu'au 9e mois de grossesse. Donc là, il y a cette législation sur l'interruption médicale de grossesse, elle existe depuis 1975. Mmh. Elle était comprise et d'ailleurs elle avait déjà même été prévue avec la loi Perret bien avant la loi Veil. Donc l'avortement est né, la notion de l'avortement. Alors après il y a eu effectivement ce qu'on appelle la révolution sexuelle, etc. Mais l'avortement à l'origine, les premières idées et conceptions de l'avortement et de légalisation de l'avortement, elles ont été conçues sur le handicap. Parce que justement, il y avait des personnes porteuses de handicap et qu'à ce moment-là, il fallait pouvoir avoir l'avortement pour éviter de mettre au monde des personnes handicapées. Mais tu es contre tout type d'avortement ? Oui. Donc, et une femme qui se ferait par exemple agresser, qui tombe enceinte, en fait, toi, elle ne devrait pas avorter non plus. En fait, la question du viol, c'est une question qui revient, qu'on me pose régulièrement, et à juste titre, parce qu'aujourd'hui on sait que le taux de viol, de violence conjugale ou même d'insécurité dans la rue augmente, et donc c'est forcément une question qui interroge, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Évidemment, et je ne dis pas pour les femmes qui ont été violées, c'est évidemment dramatique ce qu'elles ont vécu, et je ne remets absolument pas en question la souffrance qu'elles peuvent avoir, absolument pas. En revanche, qui est le coupable en cas de viol ? Il ne s'agit pas de l'enfant. Le premier coupable, pour moi, est le violeur. Et à ce moment-là, c'est le violeur qu'on doit condamner. C'est le violeur qui doit être puni par la loi. Aujourd'hui, on sait bien que
le nombre de violeurs qui courent nos rues, le nombre de violeurs qui n'ont fait que 24 heures en garde à vue et qui après ont été relâchés parce que les prisons sont pleines, parce que la justice n'est pas assez sévère vis-à-' de ce type de personnes, évidemment, il n'y a rien qui empêche un violeur aujourd'hui d'accomplir son travail, entre guillemets, quoi. Je comprends, et je vais rebondir après, je comprends absolument pas, et je trouve que c'est choquant, je m'indigne de beaucoup de choses, mais je ne comprends absolument pas le lien que tu fais entre les violences sexuelles et le recours à l'avortement. Parce que justement, on parlait est-ce qu'en cas de viol, de violence, ça, j'ai compris le lien. Est-ce qu'on peut... justement, mais donc même en cas de viol, on est d'accord. En cas de viol, ouais, en fait, l'IVG est injustifié à tes yeux parce que ce serait venir excuser l'acte finalement... Pas l'excuser, c'est pas ce que j'ai. C'est pas du tout mais l'excuser. En fait, on viendrait détourner la solution, tu disais des choses... En fait, pour moi, on doit venir au problème à la racine. Mais oui, mais donc, ok, d'accord. Donc en fait, tu veux dire que quand on aura mis un terme à toutes les violences sexuelles dans le monde, on pourra peut-être laisser les quelques femmes qui sont tombées enceintes du fait d'un viol avorter. Parce qu'on aura pris le problème à la racine. Non, quand il n'y en aura plus beaucoup. Non, parce qu'en fait, pareil, de la même manière, en fait, c'est pas une solution. Contre oui, oui, ça je l'avortement je suis complètement des femmes contre. qui tombent enceintes alors qu'elles ont été violées. Ouais. Mais tu condamnes tout autant les violences sexuelles, je le trouve, complètement. Les violences sexuelles. Complètement. Alors, bon, le but, de toute façon, c'est pas du tout qu'on soit en adhésion, on ne le saura pas du tout, mais d'essayer quand même de comprendre. Je trouve nos raisonnements respectifs, c'est ce qui nous fait grandir un minimum, je pense, et qui alimentera notre débat. Moi, je ne comprends pas du tout ce raisonnement qui, à mon sens, justement, ne permet pas du tout l'amélioration, que ce soit... Tu veux parler de la condition de l'embryon, du fœtus, de l'enfant à naître, ou que ce soit de la femme, ou que ce soit des violences sexuelles, je pense que pour justifier quelque chose qui est difficile à assumer, tu as un positionnement qui va à l'encontre du recours à l'IVG pour une femme qui a été violée, on est d'accord, et qui est tombée enceinte. C'est-à-dire que même ce cas-là, vous, je parle Manif pour la vie, etc., vous l'excluez. Moi, ça me choque particulièrement. Et vous justifiez cette exclusion par une justification qui n'a ni queue ni tête, à savoir que parce qu'il y a beaucoup de violences sexuelles, on viendrait finalement tolérer cela. Et comme on ne traite pas le problème à la racine, ce serait aussi un peu ridicule de laisser la femme avorter. Mais en fait, la prolifération des violences sexuelles en France, et d'ailleurs, elle n'a pas vraiment... manifestement augmenté, c'est les femmes aujourd'hui qui vont davantage porter plainte et c'est une chose qui est formidable parce que je pense que les effectifs de police sont plus à l'écoute qu'avant auprès des femmes, qui a eu des formations sur les violences sexistes et sexuelles, mais pour moi ça n'a aucun lien. Le traumatisme aujourd'hui d'une femme qui a été violée, il doit, pour plein de raisons, au-delà même du droit de la femme à disposer de leur corps, il doit bien évidemment lui permettre de pouvoir avorter dans les meilleurs délais et même au-dessus de n'importe quel délai parce qu'elle portera ce traumatisme pour une éternité. Et de venir dire qu'il y a trop de violences sexuelles en France, donc pourquoi on laisserait finalement avorter les femmes qui sont tombées enceintes après un viol, ça ne vient pas régler le problème à la racine. Malheureusement, nous vivons chacun dans des pays où les crimes, les viols et toute infraction se perpétueront de siècle en siècle. L'intérêt aujourd'hui est bien évidemment d'avoir une justice qui répond de façon juste, proportionnée et qui soit à l'écoute des plaignants et qui soit à l'écoute des droits de la défense. Moi, bien évidemment, je trouve que la justice, elle ne répond pas forcément aux questions des violences sexuelles. Moi, je suis d'accord avec ce sujet-là. Mais aujourd'hui, venir dire que c'est en raison des violences sexuelles que vous n'êtes pas en faveur de l'avortement des femmes qui ont été violées, pour moi, c'est un faux argument. Et c'est un argument qui permet d'expliquer que cette position est tellement dure à entendre qu'elle est dure à assumer. Et donc, on va partir sur le terrain des violences sexuelles alors qu'elles sont totalement dénuées de lien avec la question de l'avortement de la femme qui en aura été victime. Alors moi, je vais rebondir juste sur tes propos. C'est pas le seul argument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas le seul argument. Effectivement, pour moi, il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que on ne traite pas le problème à sa racine, c'est ce que je disais tout à l'heure. En revanche, il y a une autre question aussi, qui est la question de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas coupable, et donc pour moi, ce n'est pas lui, et pour l'ensemble de la marche pour la vie, ce n'est pas l'enfant
qui doit subir cela. D'autant plus Mais qu'aujourd'hui... l'enfant a d'ores et déjà subi le fait que Oui, le paternel soit le violeur Bien de sûr. sa mère. bien sûr. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc pour toi qu'un enfant qui est né issu d'un viol, c'est forcément un enfant qui aura une vie... Alors après, je parlerai de la mère évidemment après, parce que évidemment c'est la première aussi concernée. Mais ça veut dire qu'un enfant qui est issu d'un viol pour toi, c'est un enfant qui ne peut pas vivre. En fait, pour répondre à ta question, moi, je n'ai absolument pas le même raisonnement que toi, et cette fois-ci, à la racine, et je le dis bien ici, ça c'est approprié. Pour moi, la question de l'enfant à naître, encore une fois, on ne parle pas d'une personne humaine, c'est des éléments qui sont à prendre en considération en général, mais la question qui se pose, en fait, c'est la question du choix de la femme. Les femmes n'ont pas à demander l'autorisation de recourir à l'avortement. Les femmes n'ont pas à se demander ce que telle ou telle organisation pense de leur choix. Les femmes ont tout simplement un droit à disposer de leur corps, un droit de choisir pour leur maternité, un droit de choisir pour leur avenir, un droit de choisir pour leur enfant. Et je ne me pose même pas la question de que sera l'avenir de cet enfant. Je me pose la simple et même question de savoir, en l'espèce on parle du viol, donc je continue sur le viol, la victime de viol a-t-elle le droit de décider pour elle-même et pour la disposition de son corps et le fait de devenir mère ? La réponse est oui. Les femmes doivent voir ce droit à l'IVG garanti, quelle que soit leur situation, qu'importe la suite. Bien évidemment, aujourd'hui en France, à 6 mois, 7 mois, évidemment, bien sûr qu'on ne peut pas avoir recours à l'avortement et personne n'en a jamais parlé. Mais aujourd'hui, la loi prévoit jusqu'à 14 semaines qu'on peut le faire. Donc, je ne me pose pas la question de que sera la vie ou de si l'enfant né d'un viol mérite ou pas ou aura une décente vie. Je me dis que la mère qui le porte doit décider pour elle-même. Ah oui, non, mais parce que effectivement, toi, tu fais effectivement comme le fait la loi. Ce que je ne remets absolument pas, en question. Tu mets une hiérarchie entre la mère et le fœtus ou l'embryon. Il n'y a pas de hiérarchie. Bah si, du coup si. C'est pas une hiérarchie, c'est une mise en balance. C'est une mise en balance. La loi accorde une protection à la liberté de la femme pour les 14 premières semaines. C'est quand même une hiérarchie, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on disait au début, c'est que effectivement, c'est la liberté de la femme qui prime durant les 14 premières semaines sur celle de l'embryon. Il y a donc une forme de hiérarchie qui se met en place. C'est votre façon de voir les choses. Oui, mais c'est globalement la mise en balance ou la hiérarchie, c'est globalement la même chose. Mais en revanche, justement, c'est ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question de l'avenir de l'enfant, parce que notamment, je pense à des enfants, à des femmes aujourd'hui que je connais qui ont été des enfants issus d'un viol. Et une femme notamment s'appelle Rebecca Kessling, qui est une des porte-paroles de la March for Life aux US. Et elle, justement, elle l'explique qu'en fait, elle avait le droit de naître comme n'importe quel autre enfant et que le fait que son père était un criminel ne devait absolument pas remettre en question sa vie. Et c'est là Mais qui a fait ce choix pour elle ? Non, parce que justement, sa mère avait choisi d'avorter à la base. Ouais, au final, elle n'a pas avorté, sa mère. Non, parce qu'il y a une... Donc elle a fait le choix, sa mère, de ne pas avorter. Donc on lui a laissé ce choix. Elle est justement issue d'un... parfaite illustration. Elle est justement issue d'un avortement loupé. D'accord, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que qui a fait ce choix pour cette femme qui est née et dont vous parlez ? Elle n'avait pas la parole. On n'a pas consulté l'embryon, le fœtus. Non, bien sûr. Mais qui a décidé pour elle ? Sa mère a décidé pour elle. Et cette question du choix... de la liberté du choix, pour moi, elle est fondamentale. Mais toi, ça te pose pas problème après, parce que tu considères que l'enfant, enfin que du coup l'embryon et le fœtus, de ton point de vue, n'ont aucun poids dans ce genre de décision. C'est absolument pas ce que j'ai dit, et je vais donc me répéter, c'est pas grave. Mais je pense que la loi protège le statut de l'embryon, la loi protège aussi le statut du fœtus, et que parce que la loi a tiré ses enseignements des études scientifiques, bioéthiques, juridiques, la loi a permis aux femmes de choisir pour leur maternité jusqu'à 14 semaines. Alors justement, la loi ne protège pas les fœtus et l'embryon si à partir du moment où elle considère qu'on peut les avorter jusqu'à 14 semaines. Mais vous savez, ça dépend. Hein. Ça dépend en quoi vous voyez la protection. Pourquoi les femmes avortent aujourd'hui ? Et puis aussi, il y a un truc que je n'aime pas trop entendre. Vous savez, d'un côté... votre mouvement,
entre guillemets, c'est anti-IVG ou pro-life, on est d'accord. Ouais. Et souvent, on entend que s'opposent à ce terme les pro-IVG. C'est ça, non? Enfin, oui, les pro... oui, c'est comme ça qu'on les appelle, on les appelle les pro-IVG. Il y a une opposition, quoi. Oui. Il y a les anti-IVG, il y a les pro-IVG. Oui. Vous savez, je pense pas que les gens qui militent pour la constitutionnalisation de l'avortement ou pour juste le droit à l'avortement, ce soient des pro-IVG. Je pense pas que Simone Veil, c'était une pro-IVG. En fait, moi, je ne souhaite pas que toutes les grossesses, elles finissent en avortement. Hein. Moi, je souhaite que les femmes qui veulent pouvoir recourir à un avortement puissent y avoir le droit. Bien évidemment, je souhaite qu'une grossesse, elle puisse s'établir de façon la plus pérenne possible et qu'elle puisse éventuellement aller au bout. Mais je pense que nous, qui portons, au bout d'un moment, l'enfant à naître, l'enfant en devenir, il me semble que nous sommes les seuls à pouvoir faire ce choix. Mais je ne suis pas pro-avortement. Ah non, mais bien sûr. Je sais bien Oui. que les femmes, comme vous le disiez au début, n'y recourent pas de gaieté de cœur, mais je sais que il y a des femmes qui recourent à l'avortement. Parfois, elles le regrettent, mais elles n'ont pas d'autre choix. Parfois, elles sont trop jeunes. Parfois, elles n'ont pas les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout. Parfois, il n'y a plus de papa. Parfois, elles ne veulent juste pas être mères. Et je pense que ce choix, qui existe depuis 1975, il me semble qu'il est important. Et moi, je me suis posé une question tout à l'heure et je me permets de la poser. Dans ce cas-là, la dépénalisation de l'avortement, un combat porté par Gisèle Halimi, un combat important. Vous, en tant que... Vous êtes présidente du mouvement porte-parole. Vous êtes porte-parole du mouvement pour la vie. Vous le regrettez, ça? Cette avancée-là, vous le regrettez? Parce que si vous êtes contre l'avortement, quel qu'il soit, notamment le viol, et vous le savez bien, c'est le procès de Bobigny, le procès de Gisèle Halimi. Oui, le procès de Bobigny, il a permis de dépénaliser. Une femme qui avait été violée aurait pu être condamnée ce jour-là. Elle ne l'a pas été, heureusement. En fait, justement, dans le procès de Bobigny, il y avait la question de la condamnation de la femme qui avait avorté. Oui. Non, nous ne disons absolument pas qu'il faut condamner si, typiquement, demain, la Marche pour la vie, alors je pars complètement dans une utopie, mais si demain la Marche pour la vie arrivait au gouvernement et qu'elle pénalisait, j'imagine, et qu'elle pénalisait l'avortement, n'imaginez absolument pas que la Marche pour la vie condamnerait les femmes qui y ont recours. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, non? C'est aux États-Unis actuellement? Oui. Alors ça, j'ai pas du tout regardé en détail les procès qui avaient eu lieu vis-à-vis des femmes. Je sais bien qu'il y a des États qui ont interdit, les États, le recours à l'avortement. Il y a une quid quand le médecin aide à un avortement qui serait pratiqué clandestinement? Le médecin, je le mets de côté. Enfin, c'est une question différente que la mère qui en a. D'accord, mais quid de la mère donc vous croyez qu'il n'y a pas de peines qui ont été prévues aux États-Unis pour ces femmes-là? Il y en a forcément. Mais il y a une différence aux États-Unis qu'il n'y a pas en France. C'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de centres qui aident des femmes en situation de détresse. Typiquement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes. La majorité des femmes qui avortent, c'est parce qu'elles ont des soucis financiers, professionnels. Et c'est d'ailleurs ce que soulevait très bien la proposition de loi d'Alban Gaillot en 2020. C'est que beaucoup de femmes qui ont recours à l'avortement sont des femmes qui sont en souci de précarité, qui ont subi des violences, etc., des violences conjugales. En revanche, aujourd'hui, en France, il n'y a pratiquement rien qui permette aux femmes d'avoir vraiment un choix et de choisir autre chose que l'avortement. Puisqu'aujourd'hui, vous le disiez, typiquement des femmes qui sont en situation, qui sont en situation de précarité, ces femmes-là, elles ont des aides, mais ce sont des aides. D'ailleurs, beaucoup de femmes ne savent absolument pas quelles aides elles ont spécifiquement en cas de situation de détresse financière. Quand il y a un problème au niveau de leur travail, elles ne sont pas forcément accompagnées puisqu'elles ne savent pas vers qui se tourner. Et donc, il n'y a pas d'accompagnement, d'aide, d'autres solutions qui sont amenées par le gouvernement vis-à-vis de ces femmes, ou en tout cas qui ne sont pas mises en avant. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que aux États-Unis, et c'est ce qui nous différencie vraiment avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de centres qui justement aident les femmes qui sont en difficulté. C'est des centres qui ont été dirigés et organisés par Live Action, tout un tas d'organisations qui se revendiquent comme étant pro-life, mais qui aident. Ce sont des solutions qui ont été à l'origine prévues par la loi Veil, mais qui aujourd'hui n'ont absolument pas été mises en place,
mis à part par les associations pro-vie, puisqu'aujourd'hui, il y a certaines associations qui sont pro-life et qui mettent en place justement des appartements partagés pour permettre aux femmes qui se retrouvent à la rue en raison de leur grossesse d'avoir un logement, d'être aidées financièrement, etc. Aujourd'hui, ce sont les pro-vie. Alors moi, du coup, j'ai une question aussi par rapport à cela. C'est pourquoi est-ce que ces associations sont en permanence dans le viseur du gouvernement ? En permanence, mais vraiment en permanence. C'est-à-dire que toutes les associations avec qui, parce que du coup, moi avec mes associations pro-vie, vous voulez dire ? Les associations pro-vie qui aident les femmes. Je ne parle pas de la Marche pour la vie, mais je parle des associations. La Marche pour la vie. La Marche pour la vie, c'est un collectif d'associations. Oui. Et dans ce collectif-là, il y a certaines associations qui aident directement les femmes en difficulté. Et ces associations-là sont en permanence dans le viseur parce que justement, c'est, excusez-moi de l'expression, borderline avec la question du délit d'entrave. Parce que forcément... Oui. Et ça, il faut le reconnaître. Même Agnès Buzyn l'avait reconnu, que certaines associations sont borderline. Et donc, pour cette raison, l'État a du mal à les condamner. Et pourtant, il y a des vagues de plaintes qui sont déposées contre ce type d'association par certaines mouvances féministes. Vous avez votre réponse. Vous venez de le dire. Mais parce qu'en fait, elles commettent un délit d'entrave chaque jour. Moi, vous savez, pour préparer aujourd'hui cette émission, moi, je suis allée sur les sites. Moi, je suis allée lire ce qu'on raconte, je suis allée lire quels sont les conseils qu'on me donnerait si demain j'étais enceinte et si j'hésitais. Sur quel site ? Alors, il y a ivg. quelque chose en quelques lettres, SOS quelque chose aussi. SOS tout petit, SOS femme enceinte. Voilà, je les ai pas tous faits, j'en ai fait un ou deux. Mais bref, pour voir ce que c'était. Et pour être honnête, on peut citer Instagram, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Même sur Instagram... sur les Instagram de la Marche pour la vie, sur les Instagram d'autres associations, honnêtement, dont j'ai plus les noms. Moi, je les trouve chanceuses, ces associations, de ne pas être condamnées chaque jour pour délit d'entrave. Moi, j'ai lu des choses catastrophiques. Qu'est-ce que vous avez lu en particulier ? J'ai lu les mêmes choses que ce que j'ai rapporté au début de cet entretien. Stop à l'infanticide, notre objectif est d'abroger la loi Veil, assassin. Moi, je trouve que c'est d'une telle violence. Vous savez, moi, je trouve que votre discours aujourd'hui, bien que j'y sois totalement réfractaire, à la limite, il est moins violent que ce à quoi je m'attendais. Je le dis, c'est important de le dire. Mais moi, j'ai lu des choses dans la Marche pour la vie qui me semblent être totalement constitutives d'une infraction pénale, qui constituent clairement un délit d'entrave et qui vient, je le répète, culpabiliser des femmes qui sont d'ores et déjà dans des situations de détresse. Et il me semble, à ce moment-là, que vous oubliez totalement l'intérêt des femmes, et c'est elles qui choisissent effectivement pour la vie de l'enfant, pour la suite, et il me semble que c'est des phrases qui viennent encore une fois travestir le droit français et qui sont assassines, vraiment, c'est des femmes je ne sais pas, la femme qui dit ça, dans quel état elle se retrouve une fois qu'elle a avorté, et une fois qu'elle a exercé le droit que l'État français lui commet. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, concernant le délit d'entrave, aujourd'hui, le délit d'entrave, il condamne fermement les personnes qui empêchent ou qui cherchent à empêcher les femmes qui veulent avorter, et que ce soit en les désinformant ou en les empêchant physiquement. Alors, la Marche pour la vie ne le fait absolument pas. Mais attendez, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, donc dites-moi si je m'en éloigne. Mais par contre... Vous avez l'air d'être une femme vraiment intelligente, vous pouvez pas me dire un truc comme ça dans les yeux. Moi, demain, j'ai 16 ans, je tombe enceinte, je vais sur l'Insta, parce que tous les enfants, ils sont sur Instagram. Vous croyez vraiment que les enfants, les jeunes, je parle comme une vieille, que des ados de 16-18 ans, ils vont sur Google, www.sos petit machin, non, ils se connectent sur Instagram, ils se connectent sur TikTok, ils se connectent sur Twitter, ils se connectent... Instagram, c'est le premier pour quand même ces 15, 16, 17 avec TikTok. Ouais. Je ne sais même pas si la marche a un TikTok, mais bref, restons sur Instagram. Et vous pourriez me dire, vraiment, avec honnêteté, les yeux dans les yeux, et on se parle avec une certaine sincérité depuis tout à l'heure, que l'adolescente qui tombe enceinte, qui ne veut pas le dire à ses parents, cause pas, qui est mal... et on va en parler après, qui n'a pas reçu une bonne éducation sexuelle à l'école, qui n'a pas reçu une bonne éducation sexuelle de la part de ses enfants, de ses parents, pardon. Vous croyez vraiment que cette jeune femme, elle lit sur votre Instagram, parce que vous en êtes la porte-parole, donc c'est un peu votre Instagram aussi, elle lit assassin, coupable d'infanticide. Et vous croyez que ça ne pousse pas les gens à ne pas avorter? Alors, ça leur donne, je termine juste, ça leur donne une lecture, comme vous disiez,
claire et précise en termes d'information? Alors, il y a 2 questions. C'est que déjà, j'ai une petite question concernant ça, parce que du coup, je vois très bien l'Instagram de la Marche pour la vie et je sais très bien qui s'en occupe. Je n'ai aucun souvenir d'un post où on dit, alors je me trompe peut-être, Mais je j'ai le sors peut-être... tout de suite, moi, j'ai pas de problème. En vrai, moi, je veux bien le voir. Parce que, Plaisir. du coup, pour voir un peu le contexte, comment ce post a été fait. Mais du coup, c'était quoi? C'était des pancartes? C'était un visuel? Vous avez encore... Enfin, tu as une idée encore de comment est-ce que c'était? Non à l'infanticide dans la Constitution. Alors ça, oui. Ça, c'est la génération Pro-Vie. Alors, c'est pas la marche. C'est différent. Assassin aussi. Alors, tu l'as le visuel, là? Je veux bien le voir, du coup, s'il te plaît. Bah, je l'ai screenshot hier. Enfin, c'est des choses que j'invente pas. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Aucun intérêt C'est à faire ça, l'objectif n'est absolument pas de te remettre en question, mais c'est plus que je vois un peu de quoi tu parles. Il y a écrit assassin. Oui, mais alors assassin, c'était pas les femmes assassins ou quoi que ce soit. Bah, Franchement, qui, s'il y a eu s'il y a eu un post avec assassin, enfin vraiment Mais rien que. Pardon. L'infanticide. Oui, parler de Vous savez quoi l'infanticide. Allez-y. Je vous laisse l'assassin. Je le retrouverai de toute façon. Ouais. Je connais ma détermination, je vais le trouver. Bien Mais sûr. infanticide, c'est quoi un infanticide? Dites-moi juste. Enfin, je sais que vous le savez. Oui. Infanticide, vu que c'est moi l'avocate, c'est donner la mort volontairement à son propre enfant. On est d'accord? Oui, après justement. Et donc infanticide. Moi, je continue Alors. sur mon gosse de 16 ans qui Mmh. va sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, les pro-life, comme on dit, je sais pas si je suis anti-life parce que je suis pour l'interruption volontaire de grossesse. Les pro-life ont tendance à dire ce genre de choses et ont des canaux médiatiques de communication et en termes de manifestation, etc. incroyables. Non mais il faut le dire, clairement, il y a un lobbying autour de ça qui est insensé. Et la Fondation des femmes, d'ailleurs, l'avait rapporté dans un rapport assez formidable qui avait été trouvé, dont j'ai pu forcément les références. Mais donc, je tiens à vous dire, et je pense qu'il faut l'assumer et peut-être prendre... De toute façon, votre combat, vous allez le mener. Je pense que vous dites que vous le menez depuis un certain temps. Mais il faudrait peut-être ne pas le mener par de la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la désinformation, ce que vous faites. Je le pense, sincèrement. Alors, pour revenir du coup au sujet de base, qui était de dire que ferait, justement, si vous étiez une fille de 16 ans qui était enceinte, si je peux vous rassurer, je sais pas si ça va vous rassurer, mais moi, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en contact avec nous parce que justement, ils hésitent à avorter ou parce qu'ils ont avorté. Et dans les bénévoles de la Marche pour la vie, il y a plusieurs personnes qui ont changé d'avis parce que justement ils sont rentrés en contact avec des organisateurs ou avec les personnes qui s'occupent de la communication de la Marche pour la vie en expliquant qu'en fait ils étaient étonnés de voir des personnes qui étaient opposées à l'avortement. Ça a amené une discussion et puis au final ça a amené une rencontre, mais il n'y a eu absolument pas d'insultes vis-à-vis de ces personnes. En fait, ces posts-là, les posts notamment sur c'était non à l'infanticide dans la Constitution. En fait, la question de l'infanticide, avant tout, on parle donc d'un enfant et de la mise à mort d'un enfant. Vous voyez, mise à mort d'un enfant. Attention, il ne s'agit pas forcément de dire que c'est la mère elle-même. Qui alors? Qui? Pour nous, c'est le secteur médical. Donc le secteur médical, c'est lui qui est coupable d'infanticide. Eh bien, je ne sais pas si vous avez... après, c'est différent, mais j'avais été en contact avec des médecins qui pratiquent l'avortement. Je les avais eu au téléphone assez longuement. Et en fait, les médecins, notamment d'ailleurs, il y en a certains, dont le docteur de Rochambeau, qui reviennent sur leurs actes en disant « mais en fait, il faut qu'on arrête parce qu'on a pleinement conscience de ce qu'on fait quand on pratique un avortement et ce n'est pas un geste banal. On sait très bien qu'on supprime un enfant. » Et ça, le docteur de Rochambeau en parlait. Et il y a moi des médecins qui m'ont dit oui mais moi on voit les bras, les jambes, la tête, on a parfaitement conscience qu'il s'agit d'un enfant. Et pour vous citer une phrase qui moi m'a profondément choquée, mais qu'un médecin m'a sorti au téléphone. Quand un médecin vous sort au téléphone, j'aime aspirer des embryons, ça vous met quand même un sacré froid dans le dos. Je suis d'accord, mais là vous prenez des exemples qui sont pleins de cas et puis qui sont pleins de cas isolés. Mais les médecins sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'un médecin, en tout cas j'en ai jamais croisé, je n'ai jamais croisé de médecin qui pratique des avortements et qui m'expliquait qu'effectivement que c'était absolument pas un enfant. Et donc à partir de ce moment-là, ce terme-là est utilisé parce que justement les médecins savent ce qu'ils font et qu'ils continuent.
Et donc c'est pour ça que ce terme est utilisé. Mais attention, ce terme, et d'ailleurs si vous regardez les descriptions des postes de la marche pour la vie par rapport à l'infanticide, si vous regardez les descriptions, les stories qui sont faites par les personnes qui tiennent ce compte, alors que ce soit le mien, celui de la Génération Pro-Vie ou celui de la marche pour la vie, vous n'entendrez jamais, et vraiment jamais, une critique vis-à-vis des femmes qui avortent, parce que c'est un des principes fondamentaux de la marche pour la vie, qui est justement de ne pas culpabiliser les femmes, parce qu'on sait que les femmes sont souvent bien plus victimes que volontaires dans ce genre de pratique. Ouais. Je respecte encore, je suis pas d'accord avec vous, donc je vais pas vous faire perdre de temps et le répéter encore une fois. Est-ce qu'un homme a aussi son mot à dire là-dessus ? Un homme qui est évidemment lié biologiquement ou légalement à la personne qui est enceinte. Tu veux Vas-y, commencer ? je t'en prie. Non, je vais conclure. Alors, pour moi, effectivement, tout dépend. Et c'est pour ça que j'étais gênée avec le coup du vrai-faux, parce que je trouve que c'est compliqué de sortir une affirmation sans justifier. Tout dépend. Effectivement, si on reprend l'exemple du viol, évidemment que non, l'homme n'a pas son mot à dire, dans le sens où c'est pas lui qui va choisir aussi comment est-ce qu'on va éduquer l'enfant, étant donné que voilà, c'est juste pas possible. En revanche, un enfant est fait par deux personnes, un homme et une femme, et à partir de ce moment-là, le père comme la mère doivent avoir une responsabilité doivent tous deux être responsables de la vie de cet enfant. Je m'explique. Typiquement, plus tard, et quand un enfant est éduqué, quand un enfant est né, qu'il est élevé, qu'il se fait élever par ses parents, on le dit aujourd'hui, il doit y avoir une certaine égalité parentale. L'homme doit autant participer que la femme dans les tâches ménagères, dans l'éducation, dans les allers-retours à l'école, etc. Parce que justement, ce n'est pas à la femme de tout faire. C'est complètement normal aujourd'hui d'essayer de vouloir égaliser les tâches. De la même manière, pour moi, à ce moment-là, l'homme aussi, parce qu'il est le père de cet enfant, de la même manière qu'elle est la mère, doit avoir une responsabilité. Même si, et ça j'en ai pleinement conscience forcément, parce que il n'y a que les femmes qui sont enceintes et les hommes ne peuvent pas être enceints, en tout cas naturellement, même si effectivement c'est la mère qui va en subir les premières conséquences. On sait évidemment qu'une grossesse c'est pas très simple, c'est pas une partie de plaisir, on peut être alité pendant la grossesse, on peut avoir des difficultés, toutes les femmes ne vivent pas très bien leur grossesse. Et à ce moment-là, le rôle du père, ça va être pour moi d'accompagner sa conjointe si effectivement ils sont en couple. Et s'ils ne sont pas en couple, pour moi, effectivement, s'ils sont en bon terme, s'il n'y a pas de question de violence par derrière, etc., oui, l'homme devrait avoir une responsabilité. Après, je sais également qu'il y a des hommes, et ça a été le cas d'une jeune fille qui est venue nous demander de l'aide récemment, que c'était le coup d'un soir et que le garçon, en l'occurrence, n'en avait absolument rien à foutre. Et à ce moment-là, effectivement, elle a choisi de le garder et on l'a tourné vers une maison qui pouvait l'aider. Mais à ce moment-là, c'est vrai que lui a lui-même dit qu'il rejetait complètement cet enfant, mais plus tard, une fois né, évidemment, il devra participer financièrement pour aider cette jeune fille à garder et à éduquer son enfant. Et pour moi, on doit responsabiliser les hommes sur ces questions-là. On ne doit pas les évacuer, les mettre de côté parce que pour moi, c'est vraiment les rendre irresponsables. Et je trouve ça quand même un peu paradoxal de dire à une femme qu'une femme demande une aide financière, mais par contre, une fois que l'enfant est né, ou si elle garde son enfant au cours de sa grossesse, mais que par contre, si elle décide d'avorter, à ce moment-là, que l'homme n'ait absolument pas d'avis sur cette question-là. Moi, j'aimerais répondre à deux questions, mais sur cette question-là, est-ce que l'homme doit avoir un avis dans la décision du recours à l'avortement? Bon, déjà, j'écarterai directement toutes les questions de violence ou autres auxquelles on a pu faire référence. Je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de scénarios possibles. On dit scénarii, je crois, possibles. Je pense qu'il y a 10 000 histoires. Je pense qu'il y a autant d'histoires que d'individus. Et je pense qu'à travers cela, le couple ou non écrit la sienne. Effectivement, que l'homme doit pouvoir échanger avec la femme
sur cette question du recours à l'avortement. Je pense qu'évidemment, il aura un rôle tout particulier si la femme n'avorte pas par la suite et qu'il a un rôle particulier à cet instant T dès lors qu'elle tombe enceinte. Mais il me semble, tout autant que son avis soit indispensable, bien évidemment, dans l'échange avec la femme, il me semble que c'est la femme aujourd'hui qui porte cet enfant à naître. C'est la femme aujourd'hui qui tombe enceinte et qui doit être en mesure de décider pour sa maternité, qui doit être en mesure de disposer pleinement de son corps et qui doit être en mesure de décider pour son avenir. Alors il me semble que s'il y a un échange, bien sûr, dans le couple qui est tout à fait opportun, il me semble, comme cela arrive dans beaucoup de familles, que cette décision, elle revient au final à la femme, car c'est son corps dont il revient. Alors justement, je voudrais juste rebondir, je ne sais pas si on a le temps, j'aimerais juste rebondir sur cette phrase « disposer de son corps ». Je ne l'ai toujours pas fait. Justement, il ne s'agit pas de son corps. Et c'est bien pour ça qu'en fait, c'est bien pour ça que l'homme doit également avoir un avis, que l'homme doit également s'impliquer dans cette grossesse. C'est parce qu'en fait, il s'agit de leur enfant. Il ne s'agit pas de l'enfant de la mère, mais de l'enfant du père et de la mère. Et c'est bien ça la question, c'est que un fœtus ou un embryon n'est pas un bout de chair qui fait partie totalement du corps de la femme, c'est pas son corps. Personne ne parle de bout de chair. Moi j'aimerais juste finir et je pense que tu voudras sûrement rebondir. Vous aviez posé une question très intéressante et donc je pense que ce serait dommage de la laisser de côté. Vous nous avez demandé si c'est un effet de mode de parler de constitutionnaliser l'avortement aujourd'hui. En quelques mots, je considère que c'est pas du tout un effet de mode aujourd'hui de parler de l'avortement et de parler de son inscription dans la Constitution. Je pense en fait tout simplement que l'arrêt Roe versus Wade, sa révocation au mois de juin 2022, il nous a permis une prise de conscience, en tout cas nationale en France. Il a permis d'éveiller les consciences sur ces aspects-là, de nous rappeler que les droits des femmes, finalement, ils ne sont jamais vraiment garantis. Il faut être très vigilant avec les droits des femmes parce qu'à travers, finalement, les décennies, à travers les générations, on a toujours tenté de les remettre en question et on se rend compte qu'ils ne sont jamais véritablement acquis. Donc il me semble que ce qui s'est passé aux États-Unis, on n'aurait jamais pensé il y a quelques années que finalement ça aboutirait véritablement. Et je pense qu'en 2023 et très vite en 2022, lorsque toutes les propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée nationale, puis par la suite au Sénat, on a décidé qu'on allait sacraliser le travail des précédentes générations et qu'on allait protéger les droits des femmes en les érigeant à une valeur suprême, la valeur constitutionnelle qui constitue finalement le texte sacré de notre arsenal législatif. Et on décide aujourd'hui, par cette prise de conscience, qui n'est pas un effet de mode, de ne pas attendre que les droits des femmes soient menacés, plus près de nous encore, un peu comme en Europe, pour les protéger. On décide d'y agir maintenant parce qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment un équilibre politique qui s'offre à nous. Et que ces équilibres-là, ils peuvent être faibles et ils peuvent nous emmener sur des chemins vraiment glissants. Alors, du coup, je vais effectivement rebondir là-dessus. Moi, si j'ai dit que c'était un effet de mode, je le reconnais. Là où pour moi la question était oui et non, c'est qu'effectivement dans le passé, il y a eu plusieurs tentatives de constitutionnaliser l'avortement, et donc ce qui fait que non, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas simplement dû à ce qui s'est passé aux États-Unis. En revanche, les propositions de loi de Mélanie Vogel et de Mathilde Panot ont été faites en rebond. Et d'ailleurs, si on écoute les discours qu'elles ont faits aux assemblées, elle expliquait tout simplement, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis, on cherche à envoyer un signal historique, et elle le disait, et d'ailleurs elle justifiait plus ou moins leur proposition par cela. Pour vous, les prises de conscience, c'est un effet de mode ? C'est pas tellement la prise de conscience, parce que justement c'est très très différent, et la situation aux États-Unis est très différente de celle en France. Il n'y a pas de remise en question
dans la population, et pour moi c'est un constat qui est malheureux, puisque nous ne sommes pas du même avis là-dessus, mais il n'y a pas de remise en question sur une certaine tranche de la population. Chez les jeunes, oui. Puisqu'aujourd'hui, on sait que plus de 20% des jeunes se considèrent comme étant contre l'avortement. Et ça, c'est une statistique qui est sortie il y a quelques mois et qui inquiète évidemment certains politiques qui se disent que oui, la jeune génération s'oppose à l'avortement. Mais il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de... il n'y a pas de véritable menace. Et c'est bien pour ça qu'en fait, les justifications que donnent ces députés, les députés de l'Assemblée nationale, en voulant constitutionnaliser l'avortement, ne sont pas forcément réelles. Même avec tout le respect que j'ai pour les militants de la Marche pour la vie, je ne pense pas que ce soit les 20 000 manifestants de la Marche pour la vie qui actuellement sont une menace pour l'avortement. Je ne le pense absolument pas, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et qu'il n'y a pas il n'y a aucun climat politique en notre faveur, et donc malheureusement pour nous, aujourd'hui, aucune remise en question n'est possible. En revanche, justement, tous ces propos qui ont été utilisés en disant... en expliquant que l'avortement était constamment menacé parce qu'aux États-Unis il avait été, Roe versus Wade a été plus près éclaté. De chez nous, hein. Oui, alors vous parlez de la Pologne, Malte, la Hongrie. Ouais. Alors effectivement, on peut parler de la Pologne, la Hongrie, de Malte, mais encore une fois, ce sont des pays dans lesquels la législation de ces pays est extrêmement différente. Tout d'abord, Malte est complètement opposée à l'avortement, mais ce n'est pas nouveau. La Pologne non plus. La Hongrie, ça fait quelques années. C'est nouveau de devoir faire écouter les battements du cœur de l'embryon en Hongrie depuis septembre 2022. Mais en France, on le fait. En Hongrie, pour recourir à l'avortement, vous n'êtes pas obligé d'écouter les battements du cœur de l'embryon. Oui, mais vous l'entendez dans les échos. Non, mais c'est pas pareil. En septembre 2022, a été prévu en Hongrie pour dissuader les femmes... ça ne me choque absolument pas. Oui, ça je le comprends. Mais pour dissuader les femmes du recours à l'avortement, on leur fait écouter les battements du cœur, et c'est seulement après qu'elles aient écouté les battements du cœur longuement, alors même qu'elles ont pris la décision du recours à l'avortement, qu'elles peuvent avorter. Vous en entendrez, même si vous le comprenez, que c'est quand même des pratiques un petit peu insidieuses, des pratiques qui détournent, des pratiques qui ne respectent pas forcément la volonté. On peut avoir un échange avec une femme, on peut la mettre en garde, on peut lui donner des solutions, comme ce dont vous parliez tout à l'heure. Et faire écouter les battements du cœur, c'est d'ores et déjà des démarches culpabilisantes dès lors que la femme a déjà pris sa décision. C'est juste avant d'y recourir. Ouais. Hein. Alors, je suis pas forcément d'accord. En fait, ça, tout dépend également du ton, de la manière de faire. En fait, quand on fait écouter les cœurs de l'enfant, on essaie juste de faire comprendre aussi l'importance de l'acte qui va être posé. Je dis pas que c'est qu'il faut dire à la femme en même temps qu'on fasse écouter ses battements de cœur, qu'elle va tuer, que ça va être une criminelle, que machin. Le fait que ce soit une obligation, c'est ça qui est particulier. Mais je comprends, parce que justement l'avortement n'est pas un acte anodin, c'est un acte, personne ne trouve ici que c'est un acte anodin. Mais je sais très bien, mais c'est pour ça aussi, c'est parce que justement c'est pas un acte anodin, et parce que là-bas ils considèrent comme nous qu'effectivement il s'agit d'arrêter une vie humaine. À partir de ce moment-là, oui, pour moi c'est légitime, de la même manière que quand il va y avoir des condamnations de criminels, etc., on va essayer de prendre en compte l'humanité de la personne, le fait que le droit à l'erreur, il y a tout un tas de considérations. Vous voyez votre comparaison ici ? Mais oui, parce que en fait... Cette comparaison, elle est flagrante. Pour moi, cette comparaison, elle est gravissime. Non, elle n'est pas... En fait, vous comparez le fait qu'on prenne en considération la personnalité des auteurs en France au regard du principe d'individualisation de la peine, donc son humanité... à la femme, en fait, attention, qui est pas la femme. Attention, je ne parle pas de la femme qui avorte. Alors à qui vous comparez ça ? Non, je considère, c'est juste la considération sociale, sociétale, qui est faite de la personne humaine, de l'individu. Derrière, donc c'est pour ça qu'on écouterait les battements du cœur. Oui, parce qu'en fait, il est la considération de l'embryon, qui est une personne. Je ne dis absolument pas qu'il faille condamner les femmes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a une considération qui est plus importante de l'embryon, du fœtus. Et donc, à partir de ce moment-là, on essaye effectivement de tout faire pour permettre aux femmes de prendre une autre direction que l'avortement.